Salut à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir mon cœur, pour vous raconter une histoire qui me brise et me hante depuis des années. Un fardeau que je porte seul et qui m'a plongée dans une détresse dont je ne vois pas la sortie. Je ne vais pas révéler mon nom, mais je vais tout vous dire, sans rien cacher, parce que j'ai désespérément besoin de vos conseils. Ce que je vis me ronge l'âme, et je suis arrivée à un point où je ne sais plus quoi faire. Écoutez-moi attentivement. Et si vous avez des idées pour m'aider à m'en sortir, je vous en supplie, partagez-les avec moi. Mon mari, l'homme que j'ai aimé et soutenu dans les pires moments, est devenu mon plus grand tourment. Et une force étrange semble contrôler notre foyer. Je viens d'une famille modeste, dans une petite ville du centre de la Côte d'Ivoire, un endroit tranquille où les rues en terre rouge s'animaient chaque matin avec les cris des marchands et le chant des coqs. Mes parents étaient des commerçants simples mais travailleurs. Mon père, un homme grand et sévère avec une barbe grisonnante, achetait de l'or véritable. Pas ces contrefaçons bon marché qu'on trouve sur les marchés, mais de petits lingots authentiques qu'il gardait comme un trésor pour assurer notre avenir. Il les rangeait dans une boîte en fer sous son lit, un secret qu'il ne partageait qu'avec ma mère. Elle, une femme douce et patiente, vendait des tissus au marché local, des mètres de wax colorés qu'elle empilait sur une table en bois, négociant avec les clientes sous un soleil brûlant. J'ai grandi avec 2 frères cadets, dans une maison en parpaing, avec un toit en tôle qui résonnait comme un tambour sous la pluie. On n'avait pas grand-chose, mais on avait l'essentiel. Un repas chaud chaque soir, souvent du riz avec une sauce au poisson séché, et l'amour d'une famille unie. J'étais la première fille, et mes parents voyaient en moi une promesse. À l'école, j'étais une élève sérieuse, passionnée par les chiffres. Les mathématiques étaient mon refuge. Résoudre des équations me donnait un sentiment de contrôle dans une vie où tant de choses échappaient à notre portée. Mon rêve était de devenir comptable, de travailler dans une banque ou une grande entreprise, de sortir ma famille de la précarité. Mes parents ont cru en moi. Ma mère économisait chaque sou, renonçant à des pagnes neufs pour elle, et mon père vendait parfois un lingot d'or pour payer mes frais scolaires. Quand j'ai été admise à l'université publique de la capitale, ils étaient fiers comme jamais. « Tu seras notre lumière », m'a dit ma mère, les larmes aux yeux, en me serrant dans ses bras le jour de mon départ. À l'université, j'étais déterminée. Je partageais une chambre exiguë avec 3 autres filles, dans un dortoir bruyant où les murs en béton étaient tachés d'humidité. Je passais mes journées en cours ou à la bibliothèque, un vieux bâtiment au ventilateur grinçant, mes livres étalés devant moi. C'est là que j'ai rencontré celui qui deviendrait mon mari. Il était en 3e année d'ingénierie. Un garçon au sourire charmeur et aux yeux pétillants, toujours vêtu d'une chemise bien repassée. On s'est croisés un après-midi alors que je cherchais un livre de comptabilité et lui un manuel technique. Il m'a lancé une blague sur les équations et on a ri ensemble. De là, une amitié est née, puis quelque chose de plus profond. On passait des heures assis sous les arbres du campus, partageant un peu d'aloco acheté à un vendeur, rêvant d'un avenir ensemble. Il venait d'un quartier populaire de Abidjan, et moi de l'intérieur, mais nos différences nous rapprochaient. Tout a basculé en 3e année. Un soir, il m'a appelée, la voix tremblante. « Ma chérie, il faut qu'on parle. » Je l'ai rejoint près des dortoirs, sous un manguier où les étudiants aimaient se poser. Il m'a expliqué qu'il avait une opportunité, un investissement dans un système pyramidal comme un marketing de réseau qui promettait des profits énormes. « J'ai besoin d'argent pour démarrer », il m'a dit, les mains jointes comme en prière. « Si ça marche, je lancerai mon propre business et je te rembourserai tout. » Mes parents m'avaient déjà envoyé mes frais de scolarité pour l'année, presque 1 million de francs, une somme qu'ils avaient économisée en se privant de tout. J'ai hésité, sentant une boule dans mon estomac. Mais il m'a regardé avec des yeux suppliants. « Fais-moi confiance, je vais tout multiplier. » Je l'aimais, je croyais en lui, alors j'ai dit oui. Je lui ai donné l'argent
pensant qu'il me le rendrait avant la date limite pour payer mes frais. Quelques mois plus tard, le ciel nous est tombé sur la tête. Ce système s'est effondré. Vous vous souvenez peut-être de cette arnaque qui a ruiné des milliers de gens. Mon petit ami avait investi tout ce qu'il avait, ses économies personnelles et mes frais de scolarité, dans ce schéma frauduleux. 1 million de francs, volatilisés en un instant. Quand il me l'a annoncé, il était effondré, assis sur le bord de son lit, dans son petit appart près du campus, les larmes roulant sur ses joues. « Je ne sais pas quoi faire », il murmurait, la tête entre les mains. Moi, j'étais sous le choc, incapable de parler. J'avais cru en lui, et maintenant, je n'avais plus rien pour continuer mes études. Je ne pouvais pas dire la vérité à mes parents. Ils m'auraient tué, ou pire, ils auraient eu le cœur brisé par ma naïveté. Alors, j'ai décidé de rester avec lui, de l'aider à se relever. Il était au fond du trou et moi, je suis devenue son pilier. On a emménagé ensemble dans son appart à Abidjan, une pièce minuscule avec un matelas usé sur le sol, une table bancale en bois et un réchaud à gaz qui fuyait. Il n'avait plus rien, pas de boulot, pas d'argent, juste des dettes et une honte qui le rongeait. Moi, j'avais abandonné l'université, laissant mes rêves de comptabilité s'évanouir. L'année s'est terminée sans que je puisse payer mes frais ou passer mes examens de 3e année. On vivait dans la misère, mais je ne pouvais pas le laisser tomber. Il sombrait dans la dépression, parlait à peine, fixait le mur pendant des heures. Une fois, je l'ai trouvé avec une bouteille de Sniper, cet insecticide mortel, prêt à en finir. J'ai crié, je l'ai secoué, je l'ai supplié. « Ne fais pas ça, on va s'en sortir. » À partir de ce moment, j'ai tout pris en main. Pour nous nourrir, j'ai commencé à mentir à mes parents. « Maman, j'ai besoin d'argent pour un projet d'année », je disais au téléphone, la voix tremblante. Ils envoyaient ce qu'ils pouvaient, 10 000, 20 000 francs. Et moi, je l'utilisais pour acheter du riz, de l'huile, des haricots, n'importe quoi pour qu'on mange. Parfois, je coupais mon téléphone pendant des jours, prétextant qu'on me l'avait volé, juste pour éviter leurs questions. Ils m'ont cru. Et un jour, ils m'ont envoyé de l'argent pour un nouveau téléphone, 50 000 francs. J'ai vendu mon vieux Nokia pour 10 000, acheté un modèle basique à 15 000 et utilisé le reste pour nous nourrir, lui et moi. Mais ce n'était pas assez. Alors, j'ai fait pire. Je suis rentrée au village, chez mes parents. Mon père avait une boîte en fer sous son lit où il gardait ses lingots d'or, des petits blocs brillants qu'il achetait comme investissement. Une nuit, alors qu'il dormait, j'ai ouvert la boîte et pris 2 lingots. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'étais désespérée. Le lendemain, mon père a découvert le vol. Il était furieux, hurlant dans la maison. « Qui a pris mon or ?» Il a accusé un garçon du village qui travaillait pour lui comme aide-ménager. Un gamin maigre et silencieux qui nettoyait les chambres. Mon père l'a renvoyé sur le champ, le pauvre, convaincu qu'il était le voleur. Moi, je n'ai rien dit, la honte me paralysant. J'ai vendu les lingots à un bijoutier peu scrupuleux, 350 000 francs chacun, 700 000 au total. Avec cet argent, j'ai nourri mon petit ami pendant presque 1 an et payé mes frais pour reprendre mes études l'année suivante. J'ai fini par décrocher mon diplôme, mais avec 1 an de retard sur mes camarades. Pendant ce temps, un vieil ami de mon petit ami l'a aidé à se relever. Il lui a donné de l'argent pour démarrer un commerce, une boutique de pièces détachées pour voitures. Son oncle a aussi contribué, et petit à petit, son affaire a prospéré. On n'était pas encore mariés, mais je continuais à le soutenir, croyant en lui. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé un boulot dans une banque, un poste modeste de caissière, payé 80 000 francs par mois. Lui, son commerce a explosé. En quelques années, il est devenu riche, vraiment riche. Il a acheté des terrains, ouvert d'autres boutiques, et bientôt, il roulait en voiture de luxe, une berline noire et un SUV gris métallisé. On s'est mariés dans une cérémonie simple mais joyeuse, avec des amis, de la musique et des plats de riz. J'étais fière de lui, fière de nous.
Après tout ce qu'on avait traversé, je pensais qu'on allait enfin vivre heureux. Mais après le mariage, tout a changé. L'homme que j'avais aimé, celui qui me consultait pour chaque décision, est devenu un étranger. Avant, il m'appelait « Ma chérie, je veux acheter ça, qu'en penses-tu » Maintenant, il agissait sans me prévenir, et je découvrais ses choix après coup, souvent par hasard, en trouvant des reçus dans ses poches ou en entendant ses appels. Il est devenu dur, presque cruel. Il avait 2 voitures, mais si je demandais à en conduire une, il refusait sèchement. « Non, tu n'y touches pas !» Une nuit, il m'a chassé de la maison sans raison. Il était minuit et il a hurlé « Sors d'ici !» J'étais en chemise de nuit, pieds que nus, pleurant sous la pluie. Les voisins ont plaidé pour moi. Où veux-tu qu'elle aille à cette heure ? Mais ils s'en fichaient. J'ai dormi chez une voisine, humiliée, et le lendemain, il était parti au boulot comme si rien ne s'était passé. La honte me collait à la peau. Tout le quartier savait qu'on se disputait sans cesse, et je me cachais parfois dans la maison pour éviter leur regard. Je supportais en silence, espérant qu'il redeviendrait l'homme que j'avais connu. Mais une amie m'a appelé un jour. « Tu es sûre que tout ça est normal ? Peut-être que quelqu'un ne veut pas de ton bonheur, quelqu'un qui jalouse ton mari maintenant qu'il est riche. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Et si une force extérieure manipulait notre foyer ? J'ai commencé à courir les églises, cherchant des réponses dans la prière. J'ai visité des pasteurs évangéliques, payé des séances de conseil, parfois 20 000 francs pour de l'huile d'onction ou des bougies spéciales. J'ai essayé des herboristes traditionnels aussi, dépensant des milliers pour des potions censées ramener la paix. J'ai jeûné pendant des jours, priant à genoux sur le sol de notre salon, mais rien ne changeait. Puis une amie m'a parlé d'un pasteur miracle à Abidjan. « Il fait des prodiges », elle m'a dit. « Viens avec moi. » J'ai suivi, pleine d'espoir. Son église était immense, un bâtiment blanc avec une croix géante sur le toit, rempli de fidèles qui criaient des « Alléluia » à chaque parole. Le premier jour, j'ai vu des miracles, des gens qui se levaient de fauteuils roulants, des femmes qui pleuraient en remerciant Dieu pour des bénédictions financières. Cet homme va résoudre mes problèmes, je me suis dit. La fois suivante, je suis allée le voir seul, dans son bureau derrière l'autel. Je lui ai tout raconté, les disputes, la cruauté de mon mari, mon désespoir. Il m'a écoutée, hochant la tête, puis il a dit « On va prier pour ton foyer ». Il a sorti un bol en métal, y a versé de l'eau et de l'huile d'onction et a ajouté du sang. Je ne sais pas d'où ça venait. Peut-être une poule sacrifiée dans l'arrière-cour. « Enlève tes vêtements », il m'a ordonné. « Je vais te baigner moi-même avec ça pour purifier ton mariage. » J'ai hésité, sentant une vague de malaise me traverser. Mais je voulais tellement la paix chez moi que j'ai obéi. Je me suis déshabillée, tremblante, et il m'a aspergée d'eau, frottant mon corps avec ses mains. Il touchait partout, mes épaules, mon dos, mes cuisses. Et je me sentais sale, mais je me suis dit, peut-être qu'il prie. Puis, il a sorti une autre huile, disant qu'il devait la frotter sur moi pour sceller la bénédiction. Il a commencé à masser mes jambes, et là, j'ai entendu des gémissements, pas des prières, mais autre chose. J'ai réalisé qu'il se masturbait en me touchant. Avant que je puisse réagir, il m'a plaqué au sol et m'a violée. J'étais pétrifiée, incapable de bouger ou de crier. Quand il a fini, il s'est relevé comme si de rien n'était et m'a dit « Rhabille-toi, ton problème est réglé. » Je suis rentrée chez moi, dégoûtée, brisée, les larmes roulant sur mes joutes dans le bus. Mais le lendemain, un miracle s'est produit. Mon mari a changé du tout au tout. Il m'a souri, m'a tendu les clés d'une de ses voitures. « Prends celle que tu veux, ma chérie. » Les voisins étaient stupéfaits. Fini les disputes. Il était redevenu doux, attentionné, comme au début. J'étais heureuse, mais au fond, je savais pourquoi. Le pasteur m'a rappelé
viens au prochain service. J'y suis allée. Et après, il m'a encore prise dans son bureau. Ça s'est répété. Chaque fois que je le voyais, il couchait avec moi. Et mon mari restait un ange. Mais si j'arrêtais d'y aller, mon mari redevenait un monstre, me chassant, m'insultant, me traitant comme une moins que rien. J'ai eu un fils avec lui en 2021, un petit garçon qui est ma joie. Mais ça n'a rien changé. Quand j'ai coupé contact avec le pasteur, espérant que la paix durerait, mon mari a replongé dans sa méchanceté, pire qu'avant. Je suis perdue. Ce pasteur semble contrôler mon foyer, comme avec une télécommande. Je couche avec lui et mon mari est gentil. Je refuse et il redevient cruel. Ça fait presque 1 an que ça dure, des mois à jongler entre la honte et l'espoir. J'ai tout donné pour cet homme. Mes études, mes rêves, l'argent de mes parents, ma dignité. Et maintenant, je suis prisonnière de ce chantage. Parfois, je me demande si cette aide ménagère que mon père a renvoyée après le vol de l'or n'a pas maudit ma vie. Il est parti furieux, accusé à tort, et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Et si tout ça était lié? Je suis venue ici pour demander de l'aide. Que dois-je faire? Retourner voir ce pasteur et me perdre encore plus? Le confronter et risquer sa vengeance? Dire la vérité à ma femme et détruire tout? Je veux juste un foyer heureux, mais je suis coincée. Aidez-moi, s'il vous plaît.